Le jour où le point de bascule démographique de l'Espagne est arrivé et personne ne l'a remarqué, permettez-moi de vous ramener à un mardi calme du début du mois de mars 2024. L'Institut national des statistiques (SISH) a publié son rapport annuel sur la population, et enfouie à la page 47 se trouvait une seule ligne qui aurait dû sonner l'alarme dans tous les Européens. Pour la première fois dans l'histoire moderne, le nombre de naissances musulmanes en Espagne a dépassé celui des siars de souche dans les régions autonomes de Catalogne et d'Andalousie. Les médias, bien entendu, n'ont guère cligné des yeux. Quelques journaux locaux ont publié des articles brefs et anodins, l'évolution démographique de l'Espagne, avec des photos de bouchers halal et de femmes portant le hijab. Le gouvernement a publié une déclaration superficielle sur l'enrichissement culturel, et est passé à autre chose. Mais je surveille les évolutions démographiques en Europe depuis plus de 2 décennies, et je peux vous dire que cette simple ligne n'était pas qu'une simple note statistique en bas de page. Il s'agit du premier domino d'un réalignement géopolitique qui va remodeler la péninsule ibérique et par extension, l'ensemble de l'équilibre des pouvoirs méditerranéens en une génération. Et pourtant, le discours officiel, celui qui vous a été nourri, est que tout cela est parfaitement naturel. Une histoire de migration, d'intégration et d'un continent qui s'adapte gracieusement à son avenir multiculturel. Laissez-moi vous expliquer pourquoi ce récit est non seulement faux, mais dangereusement trompeur. Le fonctionnaire, ce qu'ils veulent que vous croyiez, le gouvernement SISH, la Commission européenne et la plupart des grands médias présentent la croissance de l'islam en Espagne comme un processus organique, presque inévitable. L'histoire se déroule comme l'Espagne, comme une grande partie de l'Europe occidentale, a une population vieillissante et un taux de natalité en baisse. Pendant ce temps, l'Afrique du Nord, située à seulement 14 km de l'autre côté du détroit de Gibraltar, compte une population jeune et en croissance rapide, avec un chômage élevé et des opportunités économiques limitées. La migration, nous dit-on, est une victoire. L'Espagne obtient une main-d'œuvre indispensable et les migrants ont la chance d'avoir une vie meilleure. Au fil du temps, ils s'intègrent, apprennent la langue, adoptent les coutumes locales et deviennent des membres productifs de la société. La communauté musulmane en Espagne, actuellement estimée à environ 2,5 millions de personnes, est présentée comme une présence stable et modérée, bien moins radicalisée qu'en France ou en Belgique, et certainement pas comme une menace pour la sécurité. Les données semblent soutenir cela. Selon le Pew Research Center, la population musulmane d'Espagne devrait atteindre 8,1% d'ici 2050 dans le cadre d'un scénario de « migration moyenne ». Le gouvernement SISH souligne la baisse du taux de criminalité au sein des communautés musulmanes, les taux élevés de mariage mixte et le fait que l'Espagne n'a pas connu d'attaque terroriste islamiste majeure depuis 2017 comme preuve que l'intégration fonctionne. Même le parti d'extrême droite Vox, qui a fait de l'anti-immigration une pierre angulaire de son programme, a eu du mal à gagner du terrain avec ses avertissements sur l'islamisation, avec seulement 12 à 15% d'opinion au niveau national. L'Union européenne, pour sa part, s'est empressée de promouvoir ce récit. En 2022, la Commission européenne a publié un rapport intitulé « Les musulmans dans la promotion de l'inclusion et des droits fondamentaux » qui salue l'Espagne comme un modèle d'intégration réussi. Le rapport souligne les liens historiques de l'Espagne avec le monde musulman, comme un pont culturel qui facilite la coexistence. Cela implique que la population musulmane d'Espagne n'est pas un problème à gérer, mais une évolution naturelle de son identité. Mais il y a un problème avec ce récit. Un gros. Le cacher ce que les données ne vous disent pas. Commençons par les chiffres. Le chiffre officiel de 2,5 millions de musulmans en Espagne est certainement sous-estimé. Pourquoi ? Parce qu'il n'inclut que les résidents en situation régulière, les immigrants légaux, les citoyens naturalisés et leurs enfants. Cela ne compte pas un. Migrants sans papier, la côte sud de l'Espagne est le principal point d'entrée de la migration irrégulière en Europe. Rien qu'en 2023, plus de 56 000 migrants sont arrivés par bateau, la grande majorité en provenance du Maroc, d'Algérie et d'Afrique subsaharienne. Le gouvernement SISH estime que pour chaque migrant intercepté, au moins un parvient à passer sans être détecté. Cela signifie que le nombre réel de musulmans sans papier en Espagne pourrait se chiffrer en centaines de milliers. 2. Musulmans, invisibles, de deuxième génération, de nombreux enfants d'immigrés musulmans ne sont pas officiellement enregistrés comme musulmans dans les données de recensement. Certains se convertissent au christianisme, tandis que d'autres ne s'identifient tout simplement pas à la religion.
Mais les liens culturels et familiaux avec l'islam restent forts et beaucoup reviennent à la pratique religieuse à l'âge adulte. 3. Migration interne en provenance d'autres pays de l'UE. L'Espagne est devenue une destination privilégiée pour les communautés musulmanes de France, de Belgique et des Pays-Bas, des pays où l'intégration a échoué et où la radicalisation islamiste est une préoccupation croissante. Ces migrants ne sont pas pris en compte dans les chiffres officiels espagnols car ils sont citoyens de l'UE. Si l'on tient compte de ces facteurs, la véritable population musulmane en Espagne se situe probablement entre 3,5 et 4 millions, soit près de 8% de la population. Et c'est sans compter la dynamique démographique. C'est ici que cela devient intéressant. La population musulmane en Espagne ne croît pas seulement à cause de la migration, mais aussi à cause du taux de natalité. Le taux de fécondité des femmes musulmanes en Espagne est de 2,1, légèrement supérieur au taux de remplacement de 2,0. Chez les femmes autochtones de Sich, il est de 1,19. Cela signifie que même si la migration s'arrêtait demain, la population musulmane continuerait de croître par accroissement naturel, tandis que la population autochtone diminuerait. Mais la tendance la plus alarmante ne concerne pas seulement les chiffres, c'est aussi la concentration spatiale. Les communautés musulmanes en Espagne ne sont pas réparties de manière égale. Ils se regroupent dans des villes et des régions spécifiques, créant ce que les démographes appellent des « sociétés parallèles ». En Catalogne, les musulmans représentent désormais 12% de la population à Barcelone et 18% dans la banlieue ouvrière de Solt. En Andalousie, la ville de Ceuta, la petite enclave espagnole d'Afrique du Nord, est désormais musulmane à 43%. Et dans la région autonome de Melilla, les musulmans sont majoritaires. Ce n'est pas de l'intégration. Il s'agit d'un remplacement démographique en temps réel. Maintenant, laissez-moi tranquille, je ne porte pas de jugement moral quant à savoir si cela est bon ou mauvais. Ce que je dis, c'est que le discours officiel selon lequel tout cela se produit naturellement, sans aucune intention stratégique, est au mieux naïf, au pire, délibérément trompeur. Parce que voici la partie qu'ils ne veulent pas que vous fassiez. Cela ne se produit pas seulement en Espagne. Cela se produit dans toute l'Europe. Et ce n'est pas un accident. La géopolitique à qui profite ? Pour comprendre pourquoi l'islam se propage à travers l'Espagne, il faut s'interroger. Sortie. Il ne s'agit pas seulement de migration, mais aussi de concurrence entre grandes puissances, de géopolitique énergétique et de déclin de l'hégémonie occidentale. Commençons par le Maroc, le plus évident. Le voisin méridional de l'Espagne n'est pas seulement une source de migrants, c'est une puissance régionale dotée d'une stratégie démographique à long terme. La population du Maroc a presque triplé depuis 1960, passant de 12 millions à 37 millions aujourd'hui. Son taux de fécondité, bien qu'en baisse, reste à 2,3, bien au-dessus de celui de l'Espagne. Et le Maroc a l'habitude d'utiliser la migration comme arme politique. En 2021, le Maroc a délibérément assoupli les contrôles aux frontières, permettant à plus de 10 000 migrants de prendre d'assaut l'enclave Sich de Ceuta en une seule journée. Le message était le suivant: si vous ne nous donnez pas ce que nous voulons, nous pouvons inonder votre pays de population. Que voulait le Maroc ? Des concessions politiques, en particulier la reconnaissance par l'Espagne de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, un territoire que l'Espagne soutenait depuis longtemps pour son indépendance. L'Espagne a cédé. En mars 2022, le Premier ministre Pedro Sánchez a annoncé un changement radical de politique, en approuvant le plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental. Le moment n'était pas une coïncidence. Quelques semaines plus tard, le Maroc a renforcé les contrôles aux frontières et les passages de migrants ont chuté. Il s'agit là d'une coercition démographique, un outil politique aussi vieux que l'Empire lui-même. Et le Maroc n'est pas le seul pays à l'utiliser. La Turquie, sous Recep Tayyip Erdogan, encourage activement les musulmans turcs d'Europe à conserver leur identité culturelle et religieuse, même au détriment de l'intégration. En 2018, Erdogan a déclaré à une foule d'expatriés turcs: ne faites pas 3, mais 5 enfants. Parce que vous êtes l'avenir de l'Europe. La direction turque des affaires religieuses gère plus de 2000 mosquées en Europe, dont 200 en Espagne, où elle promeut un islam fidèle à Ankara et non à Madrid. Il y a ensuite le Qatar, qui a investi des centaines de millions de dollars dans les institutions islamiques à travers l'Europe, y compris en Espagne. La fondation du Qatar a financé des mosquées,
des écoles islamiques et des centres culturels, souvent sous certaines conditions. En 2019, un rapport des services de renseignement de SICH, divulgué, a averti que le financement qatari était utilisé pour promouvoir une interprétation salafiste de l'islam, profondément conservatrice, dans certains cas, favorable aux idéologies extrémistes. Et n'oublions pas l'Arabie saoudite, qui a passé des décennies à exporter son idéologie wahhabite à travers les mosquées et les centres islamiques. Même si l'influence saoudienne en Espagne est moins prononcée qu'en France ou en Allemagne, elle reste un acteur important, notamment en Andalousie, où les liens historiques avec Al-Andalus font de la région une cible privilégiée du soft power. Mais voici où les choses se passent vraiment. Aucun de ces pays n'agit seul. Ils font tous partie d'une stratégie multipolaire plus large visant à affaiblir la cohésion européenne et à modifier l'équilibre des pouvoirs en Méditerranée. La grande façon dont les États-Unis, la Russie et la Chine jouent leurs cartes, il ne s'agit pas seulement du Maroc ou de la Turquie. Il s'agit du déclin de l'unipolarité américaine et de la montée d'un nouvel ordre multipolaire. Commençons par les États-Unis. Pendant des décennies, les États-Unis se sont appuyés sur l'Europe, en particulier sur l'OTAN, pour maintenir leur domination mondiale. Mais le déclin démographique de l'Europe constitue une vulnérabilité stratégique. Une Europe de plus en plus musulmane, de plus en plus divisée et de plus en plus dépendante des puissances extérieures est une Europe de moins en moins capable d'agir comme une alliée américaine unifiée. Les États-Unis ont deux options. 1. Redoubler d'efforts en faveur de l'intégration, en faveur d'une Europe multiculturelle qui reste fermement dans le camp occidental. 2. Accepter une Europe fragmentée, où différentes régions s'alignent sur différentes puissances. L'administration Biden a largement opté pour la première option, mais avec une efficacité décroissante. Le problème ? Les États-Unis n'ont plus l'influence qu'ils avaient autrefois. L'Europe se tourne de plus en plus vers la Chine pour des partenariats économiques et vers la Russie pour la sécurité énergétique. Et ces deux puissances ont tout intérêt à voir l'Europe affaiblie. La Russie, sous Vladimir Poutine, a clairement exprimé son désir de voir une Europe divisée. En 2013, le conseiller de Poutine, Alexandre Dugin, souvent surnommé « le Raspoutine de Poutine », a écrit que « l'avenir de la Russie réside dans l'islamisation de l'Europe ». Ce n'est pas parce que la Russie aime l'islam, c'est parce qu'une Europe musulmane est une Europe moins susceptible de s'unir contre la Russie. La Russie courtise activement les communautés musulmanes en Europe, notamment en Espagne. En 2017, la chaîne publique russe RT a lancé une chaîne en langue siche, RT en espagnol, qui a été accusée d'amplifier les discours anti-occidentaux parmi la population musulmane espagnole. Les services de renseignement russes ont également été associés à des campagnes de désinformation ciblant les musulmans siches, notamment en Catalogne, où les sentiments séparatistes sont déjà forts. Ensuite, il y a la Chine. Pékin ne se soucie pas de l'islam, il se soucie de son influence. Et l'Espagne est un nœud essentiel de l'initiative chinoise, la ceinture et la route. Le port de Valence est l'un des plus grands d'Europe et la Chine a investi massivement dans les infrastructures de SICH, notamment dans des projets de trains à grande vitesse et d'énergie renouvelable. Mais voici que les investissements chinois sont assortis de conditions. En 2020, l'Espagne a été contrainte de revenir sur sa décision d'autoriser Huawei à construire son réseau 5G suite aux pressions américaines. La Chine a réagi en menaçant de réorienter ses investissements vers d'autres pays européens. Et vers qui l'Espagne se tourne-t-elle pour trouver des financements alternatifs ? Le Maroc et les États du Golfe, qui entretiennent tous deux des liens profonds avec la Chine. Telle est la nouvelle réalité géopolitique, l'Europe n'est plus le centre incontesté du monde occidental. C'est un champ de bataille pour l'influence, pour les ressources, pour l'avenir de l'ordre mondial. Les aspects militaires et stratégiques. Pourquoi cela est important pour l'OTAN? Parlons maintenant de la dimension militaire. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de données démographiques, mais aussi de sécurité nationale. L'Espagne abrite deux des installations militaires les plus critiques de l'OTAN. 1. Base navale de Rota, une base clé de la marine américaine qui héberge des destroyers équipés d'Aegis, essentiels à la défense antimissile en Europe. 2. Base aérienne de Morón, une base d'opération avancée pour les ressources de l'US Air Force, notamment les drones et les forces d'opération spéciales. Les deux bases sont situées en Andalousie, la même région où la population musulmane croît le plus rapidement. Je ne dis pas que la population musulmane d'Espagne constitue une cinquième colonne prête à se soulever.
Mais je dis que les changements démographiques créent des vulnérabilités. Voici. 1. Pénétration du renseignement. Les puissances étrangères disposent de réseaux profonds au sein des communautés musulmanes d'Espagne. En 2019, les services de renseignement de SICH ont arrêté un imam marocain à Barcelone qui recrutait pour l'État islamique, mais il transmettait également des informations aux services de renseignement marocains. Il ne s'agit pas d'un cas isolé. 2. Risque de radicalisation. L'Espagne a jusqu'à présent évité les attaques islamistes à grande échelle observées en France ou en Belgique. Mais cela pourrait changer. En 2021, la police de SICH a arrêté une cellule en Catalogne qui préparait des attaques contre des églises et des bâtiments gouvernementaux. Les suspects étaient tous des immigrés marocains de la deuxième génération, le groupe démographique même qui, selon le gouvernement, est bien intégré. 3. Instabilité politique. Le mouvement indépendantiste espagnol en Catalogne constitue déjà un problème de sécurité majeur. Si les communautés musulmanes de Catalogne commençaient à s'aligner sur les factions séparatistes, cela pourrait créer une véritable tempête de troubles ethniques et politiques. Et voilà, l'OTAN n'est pas préparée à cela. La planification stratégique de l'Alliance suppose une Europe stable et homogène. Cela ne tient pas compte de la fragmentation démographique ou des lignes de fracture culturelle. Si la population musulmane de l'Espagne continue de croître et si cette croissance s'accompagne d'une montée de l'islam politique, cela pourrait affaiblir le flanc sud de l'OTAN à un moment où l'Alliance est déjà mise à rude épreuve par la guerre en Ukraine. Les raisons politiques intérieures des dirigeants espagnols dans le déni. Alors pourquoi l'Espagne ne fait-elle pas plus pour résoudre ce problème? Pourquoi le gouvernement minimise-t-il les risques? La réponse réside dans la politique intérieure. L'Espagne est un pays profondément polarisé. Le Parti socialiste ouvrier au pouvoir, dirigé par Pedro Sánchez, dépend du soutien des partis d'extrême gauche et séparatistes pour rester au pouvoir. Ces partis, en particulier Podemos et la gauche républicaine catalane, sont idéologiquement opposés à toute restriction à l'immigration. Ils considèrent la population musulmane espagnole comme un élément naturel de son identité et considèrent toute critique de l'immigration comme raciste ou xénophobe. Sánchez, homme politique pragmatique, sait que s'il réprime l'immigration, il perdra ses partenaires de coalition et son gouvernement tombera. Au lieu de cela, il prétend que le problème n'existe pas. Lorsque Vox exprime ses inquiétudes concernant l'islamisation, Sánchez les rejette en les qualifiant de « alarmistes fascistes ». Lorsque l'extrême droite met en garde contre les sociétés parallèles, le gouvernement souligne la baisse du taux de criminalité et la qualifie de succès. Mais voici que les gens de The SICH ne l'achètent pas. Un sondage réalisé en 2023 par le Centro de Investigación Sociológica a révélé que 62% des SIAR pensent que l'immigration est hors de contrôle, et 54% pensent que l'islam est incompatible avec les valeurs SICH. Pourtant, la classe politique refuse d'agir car le sujet est trop toxique. Il s'agit d'un cas classique de capture par l'élite. Les personnes au pouvoir politicien, médias, universitaires vivent dans des bulles où la migration est considérée comme un bien moral. Pendant ce temps, les SIAR de la classe ouvrière dans des villes comme Barcelone, Madrid et Malaga constatent directement les changements, les mosquées remplacent les églises, l'arabe remplace SICH dans certains quartiers, la criminalité augmente dans les zones à forte densité de migrants. Et voici le vrai problème, plus le gouvernement ignorera cela, plus la situation empirera. Parce que les gens les plus touchés par ces changements, ceux qui voient leur quartier se transformer, sont les moins susceptibles de voter pour les partis de l'establishment. C'est pourquoi Vox se développe. C'est pourquoi les mouvements populistes se multiplient en Europe. Scénario: que se passe-t-il ensuite? Alors, où cela nous mène-t-il? Passons en revue les scénarios les plus probables. Scénario 1. Le fantasme de l'intégration gérée. Dans ce meilleur des cas, la population musulmane d'Espagne continue de croître, mais s'intègre avec succès dans la société SICH. Les mosquées fonctionnent sous la surveillance de l'État, les écoles islamiques enseignent les valeurs du SICH et les taux de mariage mixte restent élevés. L'Espagne devient une réussite multiculturelle, prouvant que l'Europe peut s'adapter aux changements démographiques. Pourquoi c'est peu probable? Parce que l'intégration nécessite deux choses: une société d'accueil volontaire et une population migrante volontaire. Le taux de natalité de l'Espagne est trop faible pour absorber ce niveau de changement sans friction. Et de nombreux immigrés musulmans, notamment ceux du Maroc et d'Afrique subsaharienne, ne veulent pas s'assimiler.
Ils veulent conserver leur identité culturelle et religieuse. Scénario 2, le « modèle belge », c'est le résultat le plus probable. L'Espagne suit la voie de la Belgique, où les communautés musulmanes se sont développées rapidement, n'ont pas réussi à s'intégrer et ont créé des sociétés parallèles avec leurs propres lois, coutumes et même, dans certains cas, des tribunaux conformes à la charia. Dans la Catalogne et l'Andalousie deviendront de facto des régions à majorité musulmane d'ici 20 à 30 ans. L'islam politique gagne en influence, des partis comme Podemos et l'ERC courtisant les électeurs musulmans. La criminalité et les tensions sociales augmentent, notamment dans les quartiers populaires. Les partis d'extrême droite se développent, mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que le modèle belge n'est pas seulement une expérience sociale, c'est une bombe à retardement géopolitique. Et l'Espagne, avec ses frontières poreuses, sa situation stratégique en Méditerranée et ses liens historiques profonds avec l'Afrique du Nord, est assise sur une frontière encore plus grande. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela compte au-delà de la seule politique intérieure. Il y a d'abord l'aspect militaire. Le flanc sud de l'Espagne et l'Andalousie, Ceuta, Melilla n'est pas seulement un champ de bataille culturel, c'est une ligne de front dans la défense de l'Europe. L'OTAN a déjà identifié le Sahel comme une menace critique pour la sécurité, avec des groupes djihadistes comme Al-Qaïda au Maghreb islamique et la province d'Afrique de l'Ouest de l'État islamique qui étendent leur portée. Le Maroc, voisin de l'Espagne et source de la majeure partie de sa migration musulmane, joue un double jeu depuis des décennies. D'une part, c'est un allié clé des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme, hébergeant des bases militaires américaines comme celle de Tantan. De l'autre, il exporte discrètement sa propre influence islamiste, en finançant des mosquées et des centres culturels en Espagne par le biais d'organisations comme le ministère marocain des Habous et des Affaires islamiques. Voilà l'inconfortable, l'armée espagnole est déjà à bout de souffle. Les forces armées de Siche ont été réduites depuis la guerre froide, avec seulement environ 120 000 hommes actifs, soit moins de la moitié de ce qu'elles avaient dans les années 1980. Pendant ce temps, la côte sud du pays est une passoire. Rien qu'en 2023, plus de 56 000 migrants ont traversé la Méditerranée vers l'Espagne, dont beaucoup venaient du Maroc, d'Algérie et d'Afrique subsaharienne. La Guardia Civile et la marine Siche sont débordées, et l'Agence européenne des frontières, Frontex, a averti à plusieurs reprises que les frontières maritimes de l'Espagne sont parmi les plus vulnérables d'Europe. Imaginez maintenant un scénario dans lequel la Catalogne ou l'Andalousie deviendrait une région à majorité musulmane. Que se passe-t-il lorsque les gouvernements locaux, sous la pression des blocs politiques islamistes, commencent à refuser de coopérer avec les services de renseignement de Siche dans la lutte contre le terrorisme ? On en a déjà eu un aperçu en Belgique, où Molenbeek est devenue une plaque tournante du djihadisme, et en France, où certaines banlieues sont des zones interdites à la police. L'agence de renseignement espagnole, le CNI, tire la sonnette d'alarme depuis des années. En 2019, ils ont averti que les groupes salafistes gagnaient en influence dans les prisons de Siche, où la radicalisation est forte. Et en 2021, un rapport du ministère de la Défense de Siche notait que la croissance des communautés islamistes en Espagne constitue une menace à long terme pour la sécurité nationale. Mais c'est ici que les choses deviennent encore plus compliquées. La relation de l'Espagne avec le Maroc est une relation géopolitique sur une corde raide. Le Maroc contrôle le Sahara occidental, un territoire abandonné par l'Espagne en 1975, et utilise depuis lors la migration comme une arme. En 2021, le Maroc a délibérément ouvert les vannes, permettant à des milliers de migrants de prendre d'assaut les frontières de Ceuta et Melilla dans un acte de coercition évident après que l'Espagne a autorisé le chef du Front Polisario à recevoir des soins médicaux à Madrid. Le message était le suivant: si l'Espagne ne joue pas le ballon, le Maroc peut ouvrir ou fermer le robinet migratoire à sa guise. Et n'oublions pas l'Algérie, rivale régionale du Maroc, qui a ses propres factions islamistes et un historique de soutien au mouvement séparatiste. Les services de renseignement algériens ont été accusés d'acheminer des armes et de l'argent vers des groupes extrémistes au Sahel, et il existe des preuves que certains de ces réseaux ont des liens avec des cellules en Europe. Si les communautés musulmanes d'Espagne se radicalisent, l'Algérie pourrait les utiliser comme mandataires pour déstabiliser le Maroc ou vice-versa. Maintenant, l'establishment vous dira que tout cela n'est qu'alarmisme.
Ils souligneront la longue histoire de coexistence de l'Espagne avec l'islam, depuis Al-Andalus jusqu'à l'ère moderne, comme preuve que l'intégration est possible. Et ils n'ont pas entièrement tort, l'Espagne a connu des périodes de relative harmonie avec sa population musulmane. Mais la différence aujourd'hui réside dans l'ampleur et l'intention. Les musulmans qui vivaient à Al-Andalus étaient un mélange d'élites arabes et de convertis locaux, dont beaucoup se sont assimilés au fil du temps. Les musulmans qui arrivent aujourd'hui en Espagne viennent majoritairement d'Afrique du Nord et de l'Ouest, des régions où l'idéologie islamiste est en plein essor. Et ils arrivent en nombre qui éclipse tout ce que l'Espagne a vu auparavant. Les implications militaires de cette situation sont profondes. Si les régions du sud de l'Espagne deviennent des foyers d'activités islamistes, le flanc sud de l'OTAN pourrait être compromis. Les États-Unis ont déjà réduit leur empreinte militaire en Europe, se concentrant désormais sur l'Indo-Pacifique, et l'instabilité de l'Espagne obligerait Washington à reconsidérer sa décision. La 6e flotte américaine, basée à Naples, s'appuie sur les ports de Sich comme Rota pour ses opérations en Méditerranée. Si le gouvernement espagnol perd le contrôle de son propre territoire, ces bases pourraient devenir un handicap. Et puis il y a l'angle nucléaire. L'Espagne ne possède pas ses propres armes nucléaires, mais elle héberge des ogives nucléaires américaines sur la base navale de Rota. Si les groupes islamistes gagnent en influence au sein des gouvernements locaux, la sécurité de ces armes pourrait être remise en question. Nous avons déjà vu à quelle vitesse les choses peuvent s'envenimer, il suffit de regarder le cas de la Turquie, où le président Erdogan a utilisé les armes nucléaires de l'OTAN comme levier dans ses relations avec l'Occident. Alors, quelle est la fin du jeu ici ? Si l'Espagne suit le modèle belge, nous assistons à une lente fragmentation du pays. La Catalogne, qui milite déjà pour l'indépendance, pourrait devenir de facto un État à majorité musulmane, s'alignant sur le Maroc ou même sur la Turquie pour se protéger. L'Andalousie, avec ses liens historiques profonds avec l'Afrique du Nord, pourrait emboîter le pas. Et le gouvernement Sich, affaibli par les divisions internes et la stagnation économique, serait impuissant à l'arrêter. L'establishment vous dira que tout cela est hypothétique, que l'Espagne est différente, que l'Europe a déjà résisté au changement démographique. Mais ils n'ont pas une vue d'ensemble. Il ne s'agit pas seulement de l'Espagne, mais de l'avenir de l'Europe elle-même. Le continent vieillit, ses populations indigènes diminuent et ses frontières sont assiégées. Si l'Espagne tombe, l'Italie, la France et l'Allemagne ne seront pas loin derrière. Et c'est là le véritable cauchemar géopolitique. Car une fois que le flanc sud de l'Europe s'effondrera, c'est toute l'alliance occidentale qui sera en danger. La crédibilité de l'OTAN sera brisée, les États-Unis seront contraints de se réengager en Europe à un moment où ils tentent de se tourner vers l'Asie, et l'équilibre des pouvoirs mondiaux évoluera d'une manière que nous commençons seulement à comprendre. La question n'est pas de savoir si l'Espagne peut accueillir 1 million de musulmans supplémentaires. La question est de savoir si l'Europe peut survivre aux conséquences si elle ne le peut pas. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la classe politique espagnole est déjà profondément divisée sur la manière de réagir à ce changement démographique et cette division accélère la fragmentation qu'elle prétend craindre. Les partis de l'establishment, le PSO et le PP, ont passé des décennies à prétendre que cela n'était pas le cas, ou pire, à le permettre activement. Prenez la crise migratoire de 2018, lorsque le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez, de l'époque, a ouvert unilatéralement les ports espagnols à l'Aquarius, un navire transportant plus de 600 migrants, contre les objections de l'Italie et de Malte. Il ne s'agissait pas seulement d'une posture humanitaire, c'était un signal délibéré adressé à Bruxelles et à Rabat que l'Espagne ne ferait pas respecter ses propres frontières. Et cela a fonctionné, car en quelques mois, le Maroc a mis à profit cette bonne volonté dans un programme d'aide de l'UE de 140 millions d'euros, dont une grande partie a été discrètement canalisée vers des projets d'infrastructures dans les enclaves Sich de Ceuta et Melilla. L'élite politique espagnole ne se contente pas de tolérer une migration massive, elle en profite. Le secteur de la construction, qui représente près de 10% du PIB espagnol, repose sur une main-d'œuvre bon marché venue d'Afrique du Nord. Le lobby agricole d'Andalousie, l'un des plus puissants d'Europe, a passé des années à faire pression contre des contrôles plus stricts aux frontières, car les travailleurs marocains sont l'épine dorsale de ces récoltes. Et puis il y a l'Église catholique qui, malgré ses protestations publiques contre l'Europe chrétienne, a été l'un des plus ardents défenseurs de l'ouverture des frontières, faisant de la migration un devoir moral.
En 2021, la conférence épiscopale de Sich a même publié une lettre pastorale exhortant le gouvernement à régulariser tous les migrants sans papier, arguant que l'hospitalité est une valeur chrétienne. Ce qu'ils n'ont pas mentionné, c'est que l'Église elle-même est l'un des plus grands propriétaires fonciers d'Espagne et que ses propriétés depuis les monastères vides jusqu'aux paroisses rurales sous-utilisées sont de plus en plus reconverties en logements pour migrants, souvent grâce à des subventions de l'UE. Mais la véritable fracture ne se situe pas entre la gauche et la droite, mais entre le centre et la périphérie. La montée en puissance de Vox, le parti d'extrême droite espagnol, n'est pas seulement une réaction à l'immigration, c'est le symptôme d'une crise de représentation plus profonde. En 2023, Vox est devenu le troisième parti au Parlement Sich, mais son soutien est concentré dans des régions comme Murcie, Valence et certaines parties de l'Andalousie, des zones où le changement démographique est le plus visible et où les gouvernements locaux ont été les plus lents à s'adapter. La rhétorique du parti est souvent crue, mais ses griefs se situent dans des villes comme El Ejido, où les travailleurs marocains représentent près de 30% de la population, où les services publics sont mis à rude épreuve et où les tensions entre communautés ont conduit à des violences sporadiques. L'establishment considère Vox comme un mouvement marginal, mais c'est une erreur. La montée du parti reflète la trajectoire du Rassemblement national en France ou des démocrates suédois, l'intégration à travers le pouvoir local, et pas seulement la politique nationale. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. La structure de gouvernance décentralisée de l'Espagne, héritage de sa transition vers la démocratie après Franco, est désormais un handicap. Les communautés autonomes Catalogne, Pays Basque, Andalousie exercent un contrôle important sur l'éducation, la police et même la politique d'immigration. Et c'est là que se produit le véritable changement de pouvoir. En Catalogne, le gouvernement régional a déjà fait pression pour que l'interculturalisme soit une politique officielle, écartant de fait le sich comme langue principale dans les écoles au profit de l'arabe et du berbère. En 2022, le ministre catalan de l'Éducation, Josep González Cambray, est allé jusqu'à déclarer que « la Catalogne n'est pas une société chrétienne », une affirmation qui aurait été impensable il y a une génération. Pendant ce temps, en Andalousie, le gouvernement régional a discrètement régularisé des milliers de migrants sans papier sous couvert d'intégration sur le marché du travail, une décision qui a suscité les éloges de Bruxelles mais la fureur des habitants locaux qui voient leur ville changer du jour au lendemain. Le problème est que le gouvernement central espagnol est trop faible pour inverser la tendance. La coalition actuelle, une alliance fragile entre le PSO de Sánchez et le parti d'extrême gauche Podemos, dépend du soutien des partis séparatistes catalans et basques pour rester au pouvoir. Et ces partis n'ont aucun intérêt à imposer une politique d'immigration unifiée, car une Espagne fragmentée est une Espagne où leurs propres mouvements indépendantistes gagnent du poids. En 2021, le gouvernement catalan a même lancé son propre « bureau des migrations » à Rabat, contournant totalement Madrid. Le message était le suivant: si l'Espagne ne protège pas ses frontières, la Catalogne conclura ses propres accords avec le Maroc. C'est ici que cela devient dangereux. Plus le pouvoir est transféré aux régions, plus il devient difficile de maintenir une stratégie nationale cohérente. Et c'est exactement sur quoi comptent des acteurs extérieurs comme le Maroc et la Turquie. Rabat a passé des années à cultiver des relations avec les gouvernements régionaux, proposant de tout, des accords commerciaux aux échanges culturels. En 2020, le gouvernement andalou a signé un protocole d'accord avec le ministère marocain de la Culture, s'engageant à promouvoir le patrimoine partagé, à travers des festivals et des programmes linguistiques conjoints. Ce qu'ils n'ont pas mentionné, c'est que ces programmes sont souvent gérés par des ONG marocaines liées au parti islamiste de la justice et du développement. Pendant ce temps, le Diyanet, l'autorité religieuse de l'État turc, finance discrètement la construction de mosquées en Espagne, notamment en Catalogne et à Valence. En 2021, un rapport divulgué par l'agence de renseignement espagnole, le CNI, a averti que les imams turcs recrutaient activement de jeunes musulmans siches pour une formation militaire en Syrie. L'établissement vous dira que tout cela est gérable, que l'Espagne a toujours été un carrefour de culture. Mais c'est un non-sens anhistorique. L'identité de l'Espagne ne s'est pas forgée par la coexistence passive, elle s'est forgée par la conquête, l'expulsion et la guerre. La Reconquista n'était pas un projet multiculturel, ce fut une lutte de 700 ans pour récupérer la péninsule ibérique de la domination islamique. Et l'Inquisition, malgré toutes ces horreurs, était une réponse à la peur de la subversion interne.
L'idée selon laquelle l'Espagne pourrait absorber des millions de musulmans sans un changement fondamental dans son ADN politique et culturel est un fantasme. Alors que se passe-t-il ensuite ? Le scénario le plus probable est une balkanisation lente. La Catalogne continuera de dériver vers une indépendance de facto, en utilisant sa minorité musulmane comme monnaie d'échange avec Madrid et Rabat. L'Andalousie deviendra de plus en plus dépendante de la main-d'œuvre et des investissements marocains, créant une relation client-mécène qui affaiblira la souveraineté siche. Et le gouvernement central, paralysé par les luttes intestines et la stagnation économique, sera réduit à l'état de spectateur dans son propre pays. L'alternative ? Une réaction nationaliste. Si Vox ou un mouvement similaire prend le pouvoir, nous pourrions assister à une répression de l'immigration à la hongroise, complétée par des barrières frontalières et des expulsions massives. Mais cela comporterait ses propres risques, s'aliéner l'élite des affaires espagnoles, provoquer des représailles de la part du Maroc et potentiellement déclencher une crise constitutionnelle si les régions résistent. Et même si cela fonctionne, ce n'est qu'une solution temporaire. Le taux de natalité de l'Espagne est parmi les plus bas d'Europe et sa population autochtone vieillit rapidement. Sans immigration, son économie s'effondre. Avec lui, son identité oui. La vraie question n'est pas de savoir si l'Espagne pourra survivre à cette situation. Il s'agit de savoir si l'Europe peut se permettre de la laisser échouer. Car si l'Espagne suit le chemin de la Belgique, si ses villes deviennent ingouvernables, ses régions méconnaissables, ses alliances peu fiables, alors tout le projet européen est en danger. Et c'est un risque que personne à Bruxelles ou à Washington ne semble disposé à affronter. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la situation difficile de l'Espagne n'est pas seulement un problème de Siche, c'est un problème européen, et plus particulièrement occidental. L'establishment de Bruxelles et de Washington aime présenter cela comme une question d'intégration, comme s'il s'agissait simplement d'ajustements politiques ou de programmes sociaux. Mais c'est comme traiter une tumeur métastasée avec de l'aspirine. La propagation de l'islam à travers l'Espagne n'est pas seulement une question démographique, il s'agit de l'effondrement de l'ordre westphalien dans l'une des nations les plus stratégiquement vitales d'Europe. Et si l'Espagne tombe, l'ensemble de l'équilibre des forces en Méditerranée changera d'une manière qui devrait empêcher les planificateurs de l'OTAN de dormir la nuit. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela est important au-delà des habituelles plaintes concernant les mosquées et les bouchées halal. L'Espagne n'est pas seulement un pays européen comme les autres, c'est la porte d'entrée vers l'Atlantique, le pont entre l'Europe et l'Afrique du Nord et le contrepoids historique à la domination française et allemande sur le continent. Ces ports Algésiras, Valence, Barcelone sont parmi les plus fréquentés d'Europe, traitant près de 40% du trafic de conteneurs du continent. Ces bases militaires, comme Rota, abritent des destroyers américains Aegis et des sous-marins nucléaires, formant l'épine dorsale du flanc sud de l'OTAN. Et ses services de renseignement, notamment le CNI, ont joué un rôle crucial dans la lutte contre les réseaux djihadistes au Sahel et au Maghreb. Si l'Espagne devient un État fracturé et instable, les conséquences géopolitiques seront que le Maroc gagnera en influence sur le ventre sud de l'Europe, que la Russie et la Chine exploiteront le vide dans la Méditerranée occidentale et que les États-Unis perdront un allié clé dans leur concurrence avec l'Iran et ses mandataires. Voici le malaise que les élites espagnoles connaissent. Ils le savent depuis des décennies. Mais au lieu de s'attaquer aux causes profondes, migration massive, érosion culturelle, fragmentation régionale, ils ont choisi de gérer le déclin, en espérant que le problème se résoudra de lui-même ou qu'un Deus ex machina apparaîtra. C'est pourquoi on voit des politiques comme le « Pacte national pour la migration légale » de 2022, qui a effectivement légalisé des centaines de milliers de Marocains sans papier sans rien faire pour apaiser les tensions sociales créées par leur présence. Ou pourquoi le gouvernement Sanchez s'empresse-t-il de courtiser les investissements algériens et qatariens, alors même que ces mêmes pays financent des centres culturels islamiques qui prêchent une version de l'islam incompatible avec les valeurs constitutionnelles de Siche. Il ne s'agit pas d'incompétence, c'est une stratégie délibérée d'évitement, née de la conviction que l'Espagne peut, d'une manière ou d'une autre, rester l'Espagne tout en important une société parallèle qui rejette ses principes fondateurs. Mais la grande stratégie n'est pas une question de vœux pieux. Il s'agit de choix difficiles. Et à l'heure actuelle, l'Espagne et par extension l'Europe disposent de 3 grandes options, dont aucune n'est bonne. La première est la voie de dérive la moins continue. C'est l'option par défaut,
celle privilégiée par Bruxelles et l'establishment SICH. Cela implique de maintenir le statu quo, frontières ouvertes, platitude multiculturelle et lente érosion de la cohésion nationale, tout en espérant que la croissance économique ou un événement imprévu masquera les fissures. Le problème avec cette approche est qu'il ne s'agit pas d'une stratégie, c'est l'abandon. Cela suppose que l'Espagne puisse absorber des millions de musulmans sans un changement fondamental dans sa culture politique, que la Catalogne et le Pays basque resteront fidèles à Madrid même si leur démographie évolue, et que le Maroc jouera gentiment car il a trop à perdre. L'histoire suggère le contraire. L'Empire ottoman a essayé cela dans les Balkans, et nous savons comment cela s'est terminé. Les Habsbourg l'ont essayé en Bosnie, et nous en subissons encore les conséquences. Si l'Espagne suit cette voie, nous assisterons à une version au ralenti de ce qui s'est passé dans une nation autrefois cohésive se fracturant selon des lignes sectaires, avec des puissances étrangères, le Maroc, l'Algérie, la Turquie et même la Russie exploitant les divisions pour faire avancer leurs propres intérêts. La deuxième option est la réaction nationaliste, celle que Vox et d'autres partis de droite préconisent. Cela impliquerait des déportations massives à la hongroise, des barrières frontalières et une contre-révolution culturelle visant à réaffirmer l'identité catholique et européenne de l'Espagne. Il y a une certaine logique à cela. Le taux de natalité de l'Espagne est de 1,19, bien en dessous du niveau de remplacement, et sa population autochtone vieillit rapidement. Sans immigration, son économie s'effondrerait en une génération. Mais avec une immigration incontrôlée, son identité s'effondre. Un gouvernement nationaliste pourrait faire gagner du temps à l'Espagne, mais cela aurait un coût élevé. Le Maroc riposterait en militarisant la migration, comme il l'a fait en 2021 lorsqu'il a autorisé des milliers de migrants à prendre d'assaut l'enclave SICH de Ceuta en réponse à la décision de Madrid d'autoriser le chef du Front Polisario à recevoir des soins médicaux en Espagne. L'UE imposerait des sanctions, comme elle l'a fait contre la Hongrie et la Pologne. Et les régions, en particulier la Catalogne, utiliseront la répression comme prétexte pour faire pression en faveur de l'indépendance, arguant que Madrid a abandonné son engagement en faveur du pluralisme. En fin de compte, l'Espagne pourrait se retrouver plus divisée qu'avant. La troisième option est la plus radicale, et celle dont personne au pouvoir ne veut parler, de partition gérée. Cela impliquerait de reconnaître que l'Espagne n'est plus un État unitaire et de formaliser les divisions de facto qui existent déjà. La Catalogne et le Pays basque obtiendraient une indépendance totale, tandis que l'Andalousie et d'autres régions du sud seraient autorisées à nouer des liens plus étroits avec le Maroc, peut-être même en devenant des zones autonomes dotées d'accords économiques et culturels spéciaux. L'État croupion de Siche-Castille, Galice, Asturie se concentrerait alors sur la réaffirmation de son identité européenne, tandis que les nouveaux États catalans et basques s'aligneraient probablement plus étroitement sur la France et l'UE. Ce n'est pas aussi farfelu qu'il y paraît. L'idée d'un « Grand Maroc » incluant des parties de l'Andalousie est lancée par les intellectuels marocains depuis des décennies, et certains chefs d'entreprise andalous voient déjà des liens plus étroits avec Rabat comme le seul moyen de relancer l'économie de leur région. Le problème, bien entendu, est que la partition serait compliquée, violente et imprévisible. Cela créerait un précédent que d'autres pays européens, la Belgique, l'Italie et même la France trouveraient terrifiant. Et cela conduirait presque certainement à une nouvelle vague de migration, alors que les musulmans des régions nouvellement indépendantes chercheraient à s'installer dans l'état restant de Siche, le déstabilisant encore davantage. Alors, où cela nous mène-t-il ? La réalité est qu'aucune de ces options n'est idéale, mais le statu quo est la pire de toutes. Plus les élites espagnoles prétendront qu'il ne s'agit que d'un défi temporaire, plus il sera difficile à gérer lorsque la crise éclatera enfin. Et ne faites pas en sorte que la crise arrive. Il ne s'agit peut-être pas d'une guerre civile, du moins pas au sens traditionnel du terme. Mais ce sera quelque chose de tout aussi dangereux, un lent démantèlement de l'État, une perte progressive du contrôle sur son territoire et une dépendance croissante à l'égard des puissances étrangères pour maintenir ne serait-ce que l'illusion de stabilité. Que devrait faire l'Espagne ? La première étape consiste à reconnaître le problème. Cela signifie mettre fin au tabou entourant la discussion sur le rôle de l'islam dans l'avenir de l'Espagne. Cela signifie reconnaître que le multiculturalisme, tel qu'il est actuellement pratiqué, est une expérience ratée et que la seule façon de préserver l'identité de l'Espagne est de réaffirmer ses valeurs fondamentales, la laïcité, l'état de droit et l'engagement envers le projet européen tout en étant honnête quant aux défis. La deuxième étape consiste à reprendre le contrôle de ses frontières.
Cela ne signifie pas les fermer complètement, mais cela signifie mettre fin à la mêlée qui a permis à des millions de migrants non contrôlés d'entrer dans le pays. La troisième étape consiste à réaffirmer l'autorité centrale sur les régions, en particulier sur la Catalogne, où les dirigeants séparatistes ont utilisé la minorité musulmane comme un pion dans leur jeu de corde raide avec Madrid. Et la quatrième étape consiste à repenser les relations de l'Espagne avec le Maroc. À l'heure actuelle, l'Espagne est prise dans une situation où elle a besoin de la coopération marocaine en matière de migration et de lutte contre le terrorisme, mais cette coopération se fait au prix d'une influence marocaine croissante sur la politique de Sich. La seule issue est de diversifier les alliances de l'Espagne, en renforçant les liens avec l'Algérie, la Tunisie et même la Mauritanie pour réduire sa dépendance à l'égard de Rabat. Mais voici que rien de tout cela n'arrivera à moins que le peuple Sich ne l'exige. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Les sondages montrent qu'une majorité de Siars sont préoccupés par l'immigration, mais ils sont également profondément divisés sur la marche à suivre. La gauche y voit une question humanitaire, la droite une menace existentielle, et le centre est trop occupé à s'accrocher au pouvoir pour prendre position. C'est là la véritable tragédie du déclin de l'Espagne, non pas qu'il soit inévitable, mais le fait que son peuple semble s'y résigner. J'ai passé ma carrière à étudier la montée et la chute des nations, et une chose que j'ai apprise, c'est que les civilisations ne s'effondrent pas à cause de menaces extérieures. Ils s'effondrent parce qu'ils perdent la volonté de se défendre. L'Espagne se trouve désormais à la croisée des chemins. Elle peut choisir de se battre pour son avenir, ou elle peut choisir de se battre pour l'histoire. Le reste de l'Europe devrait suivre de près, car ce qui se passe en Espagne ne restera pas en Espagne. Si la péninsule ibérique devient un champ de bataille entre l'islam et l'Occident, les ondes de choc se feront sentir de Paris à Berlin en passant par Washington. Et d'ici là, il sera trop tard pour faire autre chose que gérer les conséquences.